Bonjour à tous, nous sommes samedi 13 juin 2015 et c'est votre journal qui commence sur la télévision panafricaine. Commençons effectivement ce journal en allant en Afrique du Sud avec la suite du 25e sommet de l'Union africaine et la rencontre hier matin des ministres des Affaires étrangères. Ouvert jeudi, les travaux portent sur les différentes crises sur le continent, les cas du Burundi, du Soudan ou encore de la Libye et très certainement aussi de la vague des xénophobies contre les étrangers dans le pays. Uriel Abaga. Les ministres africains des Affaires étrangères s'entretiennent depuis jeudi à Johannesburg en Afrique du Sud dans le cadre du 25e sommet de l'Union africaine. Le thème de ces assises est l'autonomisation des femmes, mais les membres des gouvernements des pays de l'UA vont vraisemblablement se concentrer sur des sujets plus pressants, parmi lesquels la crise politique au Burundi et la lutte contre le terrorisme. Angelina Jolie, présente au sommet en qualité d'envoyée spéciale des Nations Unies pour les réfugiés, a profité pour appeler les leaders africains à protéger davantage les femmes et les enfants régulièrement victimes des affres des groupes armée. L'actrice américaine a souligné au passage que les problèmes des Africains concernent le monde entier. Il est très clair que ce ne sont pas des problèmes africains, ce sont des problèmes mondiaux, mais peu d'endroits dans le monde en souffrent autant que les nations en Afrique. Les pays africains font face à d'énormes problèmes, des crises politiques comme au Burundi et en République démocratique du Congo qui se cristallisent autour d'un troisième mandat du président de la République. Le terrorisme avec notamment la présence de Boko Haram dans la région du lac Tchad, des Chebabs dans la Corne de l'Afrique, d'insurgés au nord du Mali et dans une partie du Maghreb. Les ministres des Affaires étrangères ont également abordé les questions de migration clandestine sur la Méditerranée, dont les principaux aventuriers sont des Africains, mais aussi les récentes violences xénophobes en Afrique du Sud qui ont indigné tout le continent. Jeudi, en ouverture de sommet, ces personnalités ont discuté à huis clos de stratégies qui permettraient à l'Afrique d'obtenir une autonomie financière. Nkosazana Dlamini Zuma, la présidente de la Commission de l'Union africaine, a profité des assises pour saluer la création il y a 2 jours d'un marché commun dans la moitié orientale du continent. La diplomate sud-africaine estime que ce traité est un premier pas vers la création d'une zone de libre-échange continentale. Ce week-end, les ministres des Affaires étrangères seront remplacés par les chefs d'État des pays membres de l'Union africaine. Les présidents devraient quant à eux prendre des mesures pour pallier à certaines des situations embarrassantes, sinon toutes. C'est toujours dans le cadre de ce sommet que les représentants des États membres de l'Union africaine ont promis de chercher l'indépendance financière pour l'organisation. Ils veulent que l'UA soit en mesure de fournir son propre budget en 2016. Judith Koindo. Les représentants des États membres de l'Union africaine ont promis jeudi de chercher l'indépendance financière pour l'organisation. Le président du Conseil exécutif de l'Union africaine a affirmé qu'ils veulent que l'Union africaine soit en mesure de fournir son propre budget en 2016. Il a précisé qu'à partir de 2016, les États membres de l'Union africaine financeront 100% du budget du fonctionnement, au moins 75% du budget des programmes et au moins 25% de son budget pour les opérations de maintien de la paix. Depuis sa création en 1963, l'Organisation de l'Unité africaine, prédécesseur de l'Union africaine, avait connu des contraintes financières en raison du fait que son budget de financement était financé de l'étranger. L'Afrique du Sud, la Libye, l'Égypte, le Nigeria et l'Algérie fournissent environ 65% des contributions à l'Union africaine. La décision était également une étape importante prise par l'organisation pour permettre à l'Afrique de contrôler ses programmes et ses activités, a fait savoir le président du Conseil exécutif de l'Union africaine. Il a également souligné que l'Union africaine doit vivre dans les limites de son propre budget pour éviter ce qu'il a appelé une dépendance excessive sur nos partenaires de coopération. Selon l'Union africaine, le projet de plan pour 2014-2017, qui est actuellement sous discussion, est axé sur 8 domaines clés, y compris le développement économique, les ressources humaines et le développement agricole. Restons une fois de plus sur ce 25e sommet de l'Union africaine en bref et en images où le casse-tête de l'Europe, la tragédie des migrants africains noyés en Méditerranée n'a suscité jusqu'à présent qu'un hommage apitoyé de l'Union africaine. Mais sauf surprise, les chefs d'État réunis en Afrique du Sud seront bien en peine de proposer des solutions épineuses dans un continent parti pour dépasser les 2 milliards d'habitants d'ici 2050 et miné par la malgouvernance. La question sera abordée à huis clos avant une réunion prévue avec l'Union européenne, mais pas avant le mois de septembre. Terrorisme à présent au Niger, en bref et en images, ce sont des yeux dans le ciel du désert persan.
Invisibles, les drones de l'armée française traquent en permanence le groupe djihadiste et preneurs d'otages dans les sables du Sahel. Les pilotes, les interprètes d'images et les officiers de renseignement qui travaillent ensemble derrière plusieurs écrans dans les cabines climatisées installées sur l'aéroport de Niamey, les mêmes que celles qui apparaissent régulièrement dans les films hollywoodiens, viennent du seul escadron de drones de l'armée de l'air, le 1-33 Belfort. Ils observent pour bien comprendre le comportement de la vie en dessous du drone. Écoutons cette interview. Vous voyez une mobilette qui arrive, qui va sur un campement, vous voyez des gens qui quittent le campement et qui vont faire quelques kilomètres pour aller téléphoner ou pour des choses comme ça, vous avez des gens qui se retrouvent. Enfin bref, vous avez une vie en dessous, vous essayez d'analyser cette vie, essayez de comprendre ce qui se passe. Et tout ce qui peut vous paraître étrange, et bien à ce moment-là, on fait remonter et là on analyse par rapport à d'autres informations que nous avons, parce que nous n'avons pas que des informations extérieures de loin, on a d'autres informations, ça se recoupe et on recoupe vite parce que les gens restent rarement au même endroit et plus on recoupe vite, plus on peut à ce moment-là intervenir. Direction la République fédérale du Nigeria où une réunion entre les autorités du pays et celles des pays voisins se sont réunies jeudi dernier à Abuja en vue de créer une force d'intervention conjointe multinationale pour lutter contre les djihadistes de Boko Haram. Une force régionale dont le commandement est revendiqué par le pays. Abdelaziz Maïa. Abuja, la capitale nigériane, a accueilli ce jeudi le sommet des chefs d'État des 5 pays membres de la coalition contre la secte islamiste Boko Haram. Lors de ce colloque réunissant les chefs d'État camerounais, tchadiens, nigérians et béninois, le numéro 1 nigérian Muhammadu Buhari, hôte de ses assises, s'est opposé à l'idée d'un commandement tournant de la force tous les 6 mois entre les 5 pays. Par ailleurs, il a affiché sa volonté de reprendre la main contre les islamistes de Boko Haram, réclamant à ses pairs de la région le commandement de la future force régionale pendant toute la durée de l'effort de guerre. Ici, l'objectif visé est de conjuguer les efforts pour vaincre la secte islamiste devenue une menace pour la sous-région. Notre campagne contre l'insurrection doit être dirigée sur tous les fronts, en commençant par limiter leur accès aux fonds et aux armes. Nous devons renforcer nos patrouilles sur les frontières et améliorer notre capacité d'ensemble et partager ensuite les renseignements. En ce qui concerne cette question, je demande que toutes les actions soient prises pour renforcer l'unité de nos renseignements. Cette force d'intervention multinationale dont l'avènement opérationnel était prévu en novembre sera dotée de 8700 militaires, policiers et civils et son quartier général sera installé à N'Djamena, la capitale tchadienne. Son coût est estimé à quelques 30 millions de dollars durant les 12 prochains mois. Selon les observateurs, l'attitude du nouveau président nigérian rassure la communauté internationale. Toutefois, Boko Haram a récemment démontré que sa capacité de nuisance demeurait élevée, multipliant les attaques dans le nord-est du pays. Environnement à présent, les négociations sur le climat se sont achevées jeudi à Bonn, en Allemagne. Les 196 pays ont décidé de confier aux 2 présidents de séance la responsabilité de leur proposer un texte rationalisé et affiné lors des prochaines rencontres. L'implication des politiques, des partenaires sociaux et des religieux est attendue pour faire avancer les débats. Marie-Angèle Ngolo. Les négociations sur le climat à Bonn en Allemagne se sont achevées jeudi sur un accord à minima puisque les sujets épineux restent à l'ordre du jour. Les 196 partis ont décidé de confier aux 2 présidents des débats, l'Américain Daniel Reifneid et l'Algérien Ahmed Jolaf, le soin de leur proposer un texte rationalisé et aminci d'ici leur retrouvaille en fin août prochain. Les 2 hommes devront produire un document clarifiant les options, mais sans en éliminer aucune, afin de répondre à la préoccupation des pays, soucieux de garder au processus son caractère collectif. Un enjeu de taille pour éviter les contestations de dernière minute. Aussi faudra-t-on prendre tout le temps de travail nécessaire pour aboutir à cet accord contraignant, souligne Ahmed Jolaf, l'un des présidents. Le débat doit avoir lieu à tous les niveaux, souligne Elliot Deringer du think tank American Center for Climate and Energy Solutions. Ainsi, parallèlement au processus de l'ONU, les États sont invités à débattre du fond pour tenter de trouver des points de convergence. Une réunion informelle qui va rassembler une quarantaine de ministres est d'ailleurs prévue en juin prochain à Paris. Déjà, le président François Hollande a appelé les partenaires sociaux du monde entier à s'impliquer pour le succès de la conférence mondiale sur le climat. L'accord de Paris sera au menu de plusieurs réunions de haut niveau. Le G20, les assemblées de la Banque mondiale et du FMI et l'Assemblée générale de l'ONU.
On n'oublie pas l'encyclique du pape sur l'environnement, attendu le 18 juin prochain, qui va encourager l'action des États contre le réchauffement. Selon Jan Kowalczyk de l'ONG Oxfam, ces réunions offrent l'occasion parfaite pour envoyer des signaux politiques de haut niveau sur l'épineuse question de promesses financières des pays riches aux pays en développement, dont la concrétisation reste attendue. Justice en bref et en image au Kenya pour continuer. 3 membres d'une organisation non gouvernementale britannique arrêtés au Kenya en possession d'armes factices en bois destinées à un stage de sensibilisation à la sécurité ont été libérés hier vendredi sous caution mais restent inculpés d'infraction à la loi sur les armes. 2 formateurs du programme de sécurité des ONG en Somalie, Stuart Donaldson britannique et Jess Kenyan, ainsi que leur chauffeur kenyan Aden Abdilahi avait été arrêté lundi alors qu'il s'apprêtait à animer un stage de sécurité en milieu hostile destiné à des employés humanitaires, a indiqué dans un communiqué l'ENSO International NGO Security Organization, qui est une association spécialisée dans la lutte aux ONG d'information, d'analyse et des conseils sur les contextes locaux, notamment en matière de sécurité. Dans le reste de l'actualité en culture, au lendemain d'une attaque suicide déjouée de justesse par la police au temple de Karnak à Luxor en Égypte, on pouvait observer la présence de plus de policiers que de touristes revenus sur le site. Un moment mémorable pour quelques touristes et étrangers. Un journaliste de l'agence France Presse a rapporté qu'il y avait jeudi matin davantage de policiers que de touristes aux abords des célèbres sites de l'Égypte pharaonique à Luxor au lendemain d'une attaque suicide déjouée de justesse par la police au temple de Karnak. Sur le parking du temple, seuls quelques 7 autocars et 3 minibus stationnaient peu avant 10 h du matin alors qu'ils peuvent être des dizaines dès l'aube. Un moment mémorable pour certains touristes qui s'y sont retrouvés sur les lieux. Je n'ai pas peur, je suis là, je voulais voir. Comme je suis âgée, c'est ma dernière chance. Peut-être je ne viendrai jamais. Et je suis très très content. Et toute la groupe polonaise, on est content. Environ 200 touristes déambulaient entre la fameuse allée des Sphinx à tête de bélier et les pylônes de la salle hypostyle du temple du dieu Amon quand un kamikaze a déclenché sa veste bourrée d'explosifs et les policiers ont tué et blessé 2 complices armés de fusils d'assaut. Une action que le gouverneur de la ville salue et garantit une sécurité beaucoup plus préventive. Nous avons pris des mesures qui ont joué un rôle dans notre réussite sur le terrain. Nous avons agi rapidement et ceci est une réussite pour notre dispositif de sécurité. Nous allons renforcer ce dispositif et notamment en matière de sécurité préventive. Mercredi soir, le président Abdel Fattah al-Sisi a rencontré d'urgence son premier ministre Ibrahim Mahalab et son ministre de l'Intérieur, le général Magdi Abdel Ghaffar, pour leur signifier la nécessité d'intensifier la présence de la sécurité dans les régions vitales, y compris les sites archéologiques. Toujours en culture au Japon, du support d'écrits bouddhistes au transport de bombes pendant la dernière guerre mondiale, le washi de la petite cité d'Ogawa répond aux besoins les plus divers des Japonais depuis 1300 ans. Cette matière servit à fabriquer l'enveloppe de ballons-bombes, des ballons de 10 mètres de diamètre gonflés au gaz. Reportage. La petite cité d'Ogawa est un papier qui résiste au temps avec insolence et trouve des usages multiples depuis des siècles. Du support d'écrits bouddhistes au transport de bombes pendant la dernière guerre mondiale. Traditionnellement façonné à la main à partir de fibres issues des mûriers à papier, le washi répond aux besoins des Japonais depuis 1300 ans. Trempé dans de l'eau claire de rivière, puis épaissi et filtré au moyen d'un tamis en bambou, plusieurs fines couches ainsi formées sont ensuite superposées pour créer un papier plus ou moins épais, doux ou un contraire un peu rêche, en tout cas souple et très résistant. Cette matière a longtemps été appréciée par les moines bouddhistes dans la banlieue de Tokyo, soucieux que leurs textes ne disparaissent pas avec le temps. Nous faisons du papier jour après jour et nous ne savions rien des bombes. L'instar de tous les secteurs manufacturiers nippons, l'industrie du papier fut alors réquisitionnée pour l'effort de guerre, ce qui a fait d'elle, mobilisation générale oblige, un outil militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le papier d'Ogawa, léger, translucide et robuste, a même servi à fabriquer l'enveloppe de ballons-bombes, des ballons de 10 mètres de diamètre gonflés au gaz, lestés d'explosifs et lâchés au-dessus de l'océan Pacifique en direction des États-Unis à la fin du conflit. Moins d'un millier de quelques 9300 montgolfières incendiaires ainsi fabriquées auraient parcouru les 9000 km séparant le Japon du continent nord-américain, la plupart s'abîmant en mer.
Du sport, en bref, et un image cette fois de passage à Paris pour fêter les 30 ans de la Air Jordan. Michael Jordan n'a pas fait les choses à moitié. Dans un palais de Tokyo servant pour l'occasion de musée de la chaussure, il a donné une sorte de conférence de presse devant un parterre de journalistes venus du monde entier, voir de près His Ernest. Avant ça, il était attendu par une petite centaine de fans, juste histoire de prouver que sa popularité est toujours intacte, même chez les plus jeunes. C'était aussi l'occasion pour plusieurs personnes de rendre un hommage au père Jordan lors de la séance d'essayage d'un stand de personnalisation, des discussions dans le Sneaker Lounge et la présentation, surtout la vente des prochaines sorties de l'été Air Jordan 1i OG Air Jordan XX9 Q54. Hier, Carnot Atomomengue a reçu sur son plateau Uriel Abaga, avec qui ils ont évoqué encore une fois la visite officielle de Mohamed VI à Libreville, le roi du Maroc qui a procédé hier matin dans la commune d'Akanda au lancement des travaux de construction d'un centre de formation professionnelle. Ils n'ont pas manqué de parler du renforcement de la coopération entre le Gabon et le Maroc. C'était dans le cadre du journal de 20h. Regardez. Non, tu n'as pas pu prendre. Bonsoir. Merci d'être arrivé sur ce plateau. Vous étiez ce matin donc à Angonge, au nord de Libreville, pour assister à ce lancement des travaux de construction d'un centre de formation professionnelle. Le président Ali Bongo Ondimba était aux côtés du roi Mohamed VI du Maroc pour procéder à ce lancement. On voit bien que les deux hommes sont attachés à renforcer la coopération qui existe entre les deux pays depuis plusieurs années. Déjà, préciser peut-être que c'est un sujet que je suis depuis l'arrivée du roi du Maroc au Gabon vendredi dernier. C'est vrai que les premiers jours de sa visite de travail ont été un peu une sorte de réunion à huis clos entre les deux chefs d'État. Donc nous n'avons pas eu les retombées de ceux qui se sont dit pendant les deux premiers jours. Mais depuis le début de la semaine, depuis lundi, le roi Mohamed VI s'est activé à faire une visite, une véritable visite de travail comme elle a été dénommée, à visiter certains sites qui sont importants, qui comptent parmi qui comptent dans la coopération entre le Gabon et le Maroc. Comme vous l'avez dit, le roi Mohamed VI et le président Ali Bongo Ondimba s'attachent, donnent du prix au renforcement des relations entre leurs deux pays. C'est des relations, je ne veux pas dire séculaires parce que c'est pas aussi, ça ne s'est pas passé depuis longtemps. C'est des relations diplomatiques qui existent quand même depuis très longtemps, depuis feu le président Omar Bongo Ondimba et feu le roi Mohamed VI, feu le roi Hassan II. Donc c'est des relations qui existent depuis. Et ces deux hommes d'État s'attachent véritablement, manifestement nous le voyons depuis quelques années, à les renforcer. Le renforcement de cette coopération entre le Maroc et le Gabon est matérialisé, comme vous venez de le dire, par ce lancement des travaux de construction d'un centre de formation. Mais un peu plus tôt ce matin, Mohamed VI s'est rendu au kilomètre 9 de Libreville pour remettre un don de 10 tonnes de médicaments et de matériel médical à l'école d'application du service de santé militaire. Là encore, la coopération sur le plan sanitaire est importante. La coopération entre le Gabon et le Maroc touche quasiment tous les secteurs de l'économie, tous les leviers de développement du Gabon, parce que nous savons que le Maroc est impliqué dans beaucoup de domaines, tels que le domaine de l'économie. Nous savons qu'Altijari Wafa Bank a repris il y a quelques années le capital de l'Union gabonaise des banques. Le Maroc offre aux Gabonais, non pas aux Gabonais, le Maroc peut se targuer d'avoir de grandes écoles qui dispensent des formations qui sont reconnues à travers le monde, des grandes écoles dans le domaine de la santé. Ce n'est pas des écoles qui sont ouvertes pour le Gabon, mais les Gabonais ont la possibilité de voyager vers le Maroc sans visa. Donc ça leur permet d'y aller rapidement, ça leur permet d'avoir des formations adéquates en matière de santé. Et le don que Mohamed VI a fait ce matin à l'école d'application du service de santé militaire au PK9 ne fait que confirmer la volonté de ce
pays-là de s'ériger en partenaire privilégié du Gabon en matière de santé. Nous pouvons également citer les domaines militaires avec l'école royale de Meknès. Là encore, l'école militaire de Meknès n'a pas été créée pour les Gabonais, mais les Gabonais ont encore cette possibilité-là de voyager sans trop de tracasseries administratives. Donc le Gabon et le Maroc, c'est deux pays, comme on le dit souvent, deux pays frères, deux pays qui entretiennent de très bonnes relations bilatérales. Alors un peu plus tôt, c'est-à-dire quelques jours après l'arrivée de Mohamed VI à Libreville, les deux chefs d'État ont procédé à la signature d'un certain nombre de protocoles d'accord. Là aussi, c'est dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale économique des deux pays. Je crois que le lancement des travaux du centre de formation professionnelle qui s'est déroulé à Angonje ce matin découle de cette signature d'accord-là. Parce qu'une fois de plus, j'ai assisté à la cérémonie au cours de laquelle les autorités marocaines et gabonaises ont paraphé les accords. Plusieurs accords ont été signés. Un accord qui consiste à prendre en charge les enfants autistes, qui consiste à ouvrir un centre d'hémodialyse d'ici la fin de l'année. Un accord entre le ministre du Commerce gabonais et la ministre marocaine de l'artisanat qui concerne l'artisanat, un accord entre le ministre gabonais du Travail, Simon Toutoumeman, et les dirigeants de l'Office marocain de l'emploi et l'Office de la formation professionnelle du Maroc, qui s'est matérialisé aujourd'hui par le lancement des travaux du centre de formation professionnelle qui sera axé sur les métiers du transport et de la logistique. Donc c'est un voyage, un périple que le roi du Maroc n'a pas effectué pour rien. Il est venu en visite de travail. Il a accompli, je vais dire en partie, parce que c'est pas totalement, les bâtiments ne sont pas encore matériels. Il a accompli en partie, une grande partie de ce pourquoi il est venu au Gabon. Oui, Labaga, merci d'être arrivé sur ce plateau. C'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tous, où que vous soyez sur le continent.